Bonjour à toutes et à tous. Merci de vous joindre à nous pour le second webinaire de ce cycle autour des enjeux de lutte contre la pauvreté en milieu rural. Donc, je m'appelle Kessie Jordi, je suis chargée de mission cohésion territoriale au Centre de ressources politiques de la ville et des territoires Occitanie. Et j'interviens notamment en appui aux collectivités et aux services de l'État, à la fois sur la politique de la ville et le pacte des solidarités, notamment en milieu rural. Donc, c'est donc avec plaisir que je serai votre animatrice durant ce webinaire dont l'objectif est relativement simple, c'est-à-dire vous donner des repères concrets pour structurer, mobiliser et animer un partenariat local dans le cadre notamment du pacte des solidarités. Donc, comme vous avez sans doute pu le constater, le webinaire est enregistré et il sera mis en ligne sur le site de Ville et Territoire. Donc, vous recevrez un mail d'ici une petite semaine avec les ressources, le support de présentation et compagnie. Donc, vous l'avez pratiquement tous fait, mais je vous invite à couper votre caméra et votre micro. Le micro notamment pour les bruits parasites et la caméra si vous ne souhaitez pas apparaître sur l'enregistrement. Et puis pour ce qui est des questions, je vous invite à les poser dans le chat. Nous dédierons un temps spécialement aux échanges à la fin du webinaire. Donc, je vais laisser rapidement la parole à Madame Amélie Dessoussa, qui est notre nouvelle commissaire à la prévention et la lutte contre la pauvreté auprès du préfet de région Occitanie. Bonjour à toutes et à tous, merci. Bon, ce séminaire rentre dans un cycle qui aujourd'hui est bien connu de certains. Effectivement, moi, je fais juste un petit mot d'introduction parce que ça me semblait important aussi. On est dans une période, bonjour à ceux qui nous retrouvent. Donc, on est dans une période où, en fait, effectivement, en 2023, il y a eu tout un travail fait par mon prédécesseur, Éric Pellichon, de pouvoir enclencher un travail beaucoup plus précis autour des territoires ruraux et de l'accompagnement des situations de pauvreté en milieu rural. Donc, ça demande un travail autour des dynamiques territoriales qui sont effectivement pas tout à fait les mêmes en fonction des territoires. Donc, il y a plein de raisons à ça. Les premiers webinaires étaient aussi dans ce travail-là pour pouvoir poser le cadre. Aujourd'hui, on arrive progressivement à cumuler un certain nombre d'expériences qui ont été menées tant dans les autres régions que dans nos propres régions, avec des projets, des actions très précises qui ont été déployées par des collectivités territoriales, avec leur CCS notamment et l'ensemble des partenaires qui existent sur ces territoires-là. Ce webinaire-là va permettre d'aller un peu plus loin sur l'accompagnement qui avait été fait à partir d'un appel à manifestation d'intérêt qui était d'accompagner de façon beaucoup plus précise des collectivités. Donc là, l'idée, c'est de pouvoir voilà, capitaliser l'ensemble des travaux qui ont été menés pour Ville et Territoire, de pouvoir aussi redonner, on va dire, au territoire et à l'ensemble des acteurs ce capital-là. Ce qu'il faut juste savoir, c'est que là, en termes de temporalité, les démarches et tout le travail qui pourrait arriver, notamment par des collectivités qui souhaiteraient s'en saisir aujourd'hui, on a la possibilité encore de signer des pactes locaux des solidarités, donc de pouvoir, à partir d'un EPCI, d'un CCAS, ou d'une collectivité, même d'une commune, d'avoir une action un peu plus élargie sur ces enjeux-là. C'est encore possible. Bon, voilà, on arrive sur une période où on est en train de contractualiser avec les uns et les autres. On a encore quelques petits bouts de financement qui sont possibles pour pouvoir accompagner la démarche. Si vous avez un travail partenarial qui est enclenché, un diagnostic qui est déjà existant, soit parce que vous avez une convention de gestion avec la CAF ou autre, en tout cas qui a déjà une gouvernance existante, on peut, nous, apporter notre pierre à l'édifice pour pouvoir aller un peu plus loin sur certains publics. Ça, c'est envisageable. Ce qu'il faut faire, c'est ne pas hésiter à revenir vers vos sous-préfets d'arrondissement à l'échelle de vos territoires qui, eux, pourront faire le lien avec moi ou de voir soit si vous avez déjà des interlocuteurs auprès des dettes PP qui sont les vôtres, ça c'est possible aussi. Mais n'hésitez pas et après moi je me mets en lien avec les sous-préfets d'arrondissement et on regarde comment on peut accompagner la démarche. Voilà, le timing est un peu serré, mais c'est encore possible sur ces prochaines semaines. Voilà. Moi, je vais devoir vous quitter à 13 heures au plus tard, donc si peut-être je sais pas, soit vous avez des questions très précises maintenant à me poser, sinon je vous laisse entre les mains de Kessie qui pourra dérouler la présentation.
Merci beaucoup. Donc oui, n'hésitez vraiment pas si vous avez des questions à adresser à Madame la commissaire. Sinon, je vais me permettre de continuer. Très bien. Je pars du principe que je peux continuer dans ce cas. Donc, le premier webinaire, enfin, Madame Dessous l'a un peu dit, mais le premier webinaire propose un éclairage sur les dynamiques rurales de lutte contre la pauvreté à partir des enseignements d'un appel à manifestation d'intérêt que nous avons pu accompagner. Mais aujourd'hui, l'idée, c'est d'aller un peu plus loin et de vraiment venir creuser la question de comment structurer et animer le partenariat pour pouvoir construire une stratégie locale qui soit cohérente et finalement, en tenant compte du contexte spécifique aux milieux ruraux, donc avec une question qui n'est pas seulement de savoir quelles actions mettre en place, mais aussi de savoir avec qui et comment travailler ensemble. Donc la première étape à ce bien, je voulais juste remettre en contexte le pacte des solidarités. Qu'est-ce que c'est? Donc, c'est 4 priorités thématiques au niveau national. Donc, prévenir la pauvreté et lutter contre les inégalités dès l'enfance, amplifier l'accès à l'emploi pour tous, lutter contre la grande exclusion par l'accès aux droits, construire une transition écologique et solidaire avec une déclinaison territoriale. On va y arriver, ne vous inquiétez pas. Déclinaison territoriale qui passe par des contrats locaux des solidarités, qu'ils soient départementaux ou métropolitains, donc conclus entre les collectivités et l'État. Et une autre déclinaison un peu plus locale qui a vocation à cibler davantage les territoires ruraux, qui sont les pactes locaux des solidarités dont Madame de Souza nous a parlé à l'instant. Donc voilà. Pour commencer ce webinaire, je voulais déjà vous donner la parole pour savoir un petit peu qu'est-ce qui vous semble le plus compliqué à l'heure actuelle quand on parle de partenariat. Est-ce que c'est plutôt identifier les partenaires, les mobiliser, voire les coordonner dans la durée? Donc là, c'est à vous. Vous pouvez lever la main, écrire dans le chat. Voilà. Donc les identifier pour Madame Garcia. Alors, je vais peut-être juste répondre à une question sur le volet des EPCI prioritaires. En fait, ce qu'il y a, c'est qu'on a une enveloppe financière qui nous est déléguée par le national. Cette enveloppe, elle doit couvrir l'ensemble des projets qui peuvent émerger des territoires. Donc, vraiment, on est sur de l'infraterritorial, on n'est pas sur des échelons départementaux. Et donc, cet argent-là, il fallait qu'on ait un critère de priorisation qui devait être fait. Et donc, effectivement, de façon prioritaire, c'est les EPCI qui ont le plus d'indicateurs qui montrent un taux de pauvreté, un taux de précarité important, mais aussi tous les autres indicateurs, à savoir le temps d'accès aux soins, les temps d'accès aux premiers services publics, etc. Donc, il y a cette priorisation qui se fait. Mais pour autant, ça n'exclut pas les autres PCI qui peuvent rencontrer d'autres problématiques et qui ont des personnes en situation de pauvreté sur leur territoire. Voilà, c'était la précision que je me permettais d'apporter par rapport à la question. Donc, pardon. Merci beaucoup. Non, vous faites bien. J'allais revenir justement sur cette question qui a été posée. Est-ce que quelqu'un veut rebondir là-dessus? Peut-être? Vous pouvez activer vos micros ce sera peut-être plus simple. Martine et Nathalie, je vous en prie. Et j'active. On m'entend? Oui. Je pensais en particulier à la communauté de communes Minervois-au-Carou, qui a une particularité, c'est qu'elle est récente comme beaucoup d'autres, 2015, et il y a donc taux de pauvreté, etc. Les indicateurs, on les a. Pourtant, ça ne faisait pas partie des EPCI repérés. Il y avait Sud-Hérault, je parle au département de l'Hérault. Il y avait Sud-Hérault, il y avait l'agglomération Béziers-Méditerranée, c'est ça, communauté d'agglomération Béziers-Méditerranée, et une autre, je ne me souviens plus, et pas du Minervois-au-Carou. Et pourtant, on a des tas de thématiques sur la question, l'accès aux droits, l'accès à l'alimentation,
Nous, au département, moi je travaille au département de l'Hérault, on travaille avec une structure qui fait avec une association qui fait de l'itinérance en s'appuyant sur les infrastructures qui sont là. C'est un peu compliqué parce que ce ne sont pas des EPCI qui sont très riches. Et je salue en tout cas l'intérêt, en tout cas la possibilité d'être soutenu par l'État, parce que justement, ces communautés de communes, elles sont pas forcément, elles ont un habitat plutôt dégradé, elles ont, celle-là en tout cas, en particulier, il y a du neuf, mais il y a beaucoup d'anciens, il y a beaucoup, énormément de villages, mais avec des petits habitants, donc vraiment au niveau des ressources, des communes qui viennent aussi soutenir la possibilité de l'EPCI d'intervenir, à l'EPCI d'intervenir, c'est compliqué. Il y a de la précarité. Le Minervois est plutôt tourné vers l'Aude, mais pourtant, sur la question d'accès aux droits, et pourtant, c'est le département de l'Hérault. Donc, c'est vraiment, vraiment compliqué parce Moi, je que… l'ai, hein. Moi, je l'ai en prioritaire, hein. Ah ouais? Bah oui. Ah ben super. Dans l'Hérault, sur le volet prioritaire, j'ai effectivement Béziers-Méditerranée, Hérault-Méditerranée, Sud-Hérault, comme du Clermontais et comme du Minervois au Carreau. Génial. Ben, merci, Madame de Souza. Merci. De rien, mais Grande. j'ai rien fait là. J'ai juste ouvert un fichier et c'était dedans, hein. Donc voilà. Nathalie Miro, vous vouliez dire? Oui, je travaille au département de l'Hérault. Je suis responsable d'un service qu'on appelle Cohésion sociale et innovation territoriale, et dans lequel travaille Martine Bueno, qui vient de prendre la parole, et qui a un budget, en fait. On est en gestion d'un budget que l'on alloue à des actions portées par des CCAS ou des assos dans le champ de la solidarité alimentaire, l'accès aux droits, le lien social, la redynamisation sociale. C'est une question un peu générale, en fait. Nous, ce que l'on repère dans notre travail au quotidien, hein, auprès des porteurs de projets en infradépartemental, que le pacte département-État a vraiment été un vrai levier pour avancer dans la lutte contre la précarité alimentaire, en faveur de l'accès aux droits. Moi, ce que je repère comme difficile, c'est pour des territoires très ruraux, avec très peu de CCAS professionnalisés, pratiquement pas de CIAS, très peu de CIAS dans l'Hérault, et sur des compétences, enfin, en tout cas des champs croisés, comme la solidarité alimentaire, mais pas que. Est-ce qu'une réflexion a pu être menée sur un modèle de partenariat plus étroit entre le département chef de file de l'action sociale et l'État pour embarquer le bloc communal, quoi, en ruralité? Parce qu'il me semble qu'il y aurait un levier puissant à ce que l'État et le département travaillent de concert pour embarquer ces territoires. Eh ben, le cadre en fait qui a été pensé, c'est les fameux pactes locaux des solidarités. Vous le savez, on a le contrat avec le conseil départemental, on a les contrats avec les métropoles. Et effectivement, dans la stratégie, c'était de dire il nous faut un cadre qui soit peut-être un peu plus souple parce que l'ingénierie n'est pas tout à fait la même et on est sur des collectivités qui peut-être en auront besoin, voilà, qu'on soit encore plus souple que ce qui avait été imaginé pour les contrats. Et donc, il y a les pactes locaux des solidarités qui sont arrivés avec cette idée d'être sur de l'infraterritorial vraiment, donc à l'échelle des EPCI ou si on a des communes avec des dynamiques très particulières, enfin voilà, vraiment à l'échelle du territoire ou du bassin de vie. Donc, ça peut être aussi un partenariat de plusieurs EPCI, c'est à voir. Et d'enclencher des partenariats qui peut-être n'auraient pas existé sans cette dynamique-là ou qui ne sont pas encore suffisamment consolidés. Donc là, on pourrait très bien imaginer de dire le conseil départemental souhaite s'engager aux côtés de tel EPCI et le PCI parce qu'il a déjà des diagnostics, et c'est ce qu'on dit, c'est ce qu'on se disait, on a les diagnostics qu'on mène dans le cadre des conventions de gestion, on a des diagnostics qui peuvent être aussi alimentés par les sous-préfets d'arrondissement dans les informations qu'ils peuvent avoir de la gendarmerie, parfois aussi des interventions sapeurs-pompiers, on peut avoir
les CRTE qui ont apporté aussi une forme de diagnostic sur les besoins en termes de mobilité. Enfin, il y a pas mal de choses qui peuvent émerger pardon, au niveau des territoires et de se dire, soit on a une gouvernance très marquée et on sait où on va. Et à ce moment-là, bah, on peut dire le pacte vient donner une dynamique supplémentaire avec un focus public peut-être un peu plus spécifique. Soit à l'inverse, toutes ces initiatives-là existent mais sont pas complètement coordonnées et on peut se dire bah on enclenche une démarche de pacte et ça vient coordonner l'ensemble, ça vient réunir l'ensemble des acteurs du territoire, y compris l'éducation nationale. Enfin après je sais pas s'il y a un CLSPD, est-ce que le CLSPD a des éléments de diagnostic autour des décrocheurs scolaires avec un risque de tomber dans de la délinquance. Enfin, ça peut être tout ça, ça peut être on se met autour de l'ensemble de ces champs-là en se disant qu'est-ce qui existe sur notre territoire qui apporte des réponses, qu'est-ce qu'on peut améliorer en termes de coordination et est-ce qu'il y a un besoin qu'on vienne impulser autre chose et est-ce que des financements complémentaires ou pas, parfois on a des pactes locaux des solidarités qui sont signés sans avoir de financement spécifique. Ou alors, est-ce qu'il y a un besoin de financement spécifique et de regarder, conseil départemental, si vous pouvez soutenir un peu, nous, comment on peut venir. Et là, on n'est pas tout à fait dans les mêmes objectifs des 50-50. On peut être un peu plus souple et nous, avoir 50%, mais qu'en face, le 50%, ça soit pas le PCI en tant que tel, ça soit plusieurs financeurs. Ça peut, enfin voilà, ça peut se travailler comme ça. Ça peut se travailler aussi avec la MSA, la CAF. Enfin, on peut avoir ces dynamiques-là. Ça, c'est possible. Pour moi, c'est le pacte local des solidarités qui peut venir donner cette dynamique et ce cadre pour qu'on vienne tous ensemble avancer de façon un peu plus forte sur les territoires. Voilà. Mais le timing est serré là. Si vous voulez qu'on y aille, on peut y aller, c'est possible. Mais moi, il faut que déjà pour la semaine prochaine, j'ai commencé à donner les dynamiques qui se faisaient sur les territoires. Et il faut qu'au mois de septembre, on arrive à faire une convention pour pouvoir sécuriser l'argent éventuellement disponible ou pas. Pour répondre aux autres questions, globalement, l'ensemble des pactes qui ont été financés sur la région, on est à peu près sur des montants moyens qui ne dépassent pas les 60 000 euros pour la part État. Mais j'en ai vu pour certaines actions qui ont dépassé ces montants-là. Ça dépend de ce que souhaitent faire les collectivités en face. Et puis, on est globalement sur des enjeux autour de la mobilité, mais aussi de la prévention, de la petite enfance, enfin, de la question de l'accès aux soins. Quand je dis mobilité, on a beaucoup de projets autour de l'accès aux soins et des transports un peu à la demande sur des questions de santé, mais qui ne relèvent pas encore de la prise en charge assurance maladie, enfin, et plus sur des projets de médiateurs en santé, soit des infirmiers de métier, mais qui vont réaccompagner vers le soin des publics très éloignés, qui sont dans des formes de renoncement. Enfin voilà, on a honnêtement, il y a énormément de projets qui sont en lien avec chaque réalité de territoire. Donc ça, c'est plutôt les élus, le CCAS, le conseil départemental avec les unités territoriales qui travaillent, enfin les MDS qui sont sur les territoires, qui peuvent affiner l'ensemble de ces éléments, quoi. Voilà. Je suis désolée, Kessie, j'ai tout cassé la dynamique. Il n'y a pas de mal, c'est des questions qui nécessitaient une réponse, réponse que j'aurais pas pu apporter aussi bien que vous, donc c'est très bien. C'est très bien. Donc je vous remercie. Je vous propose qu'on continue avec la suite des éléments que je vous ai préparés. Donc, pour remettre en contexte, tous les éléments présentés s'appuient sur l'accompagnement qu'a fourni Ville et Territoires auprès de 3 communautés de communes qui ont bénéficié, entre guillemets, d'un appel à manifestation d'intérêt sur la lutte contre la pauvreté en milieu rural. Donc, que je vous avais présenté lors du premier webinaire de ce cycle. Et du coup, tous ces éléments, ce sont des conclusions, des conditions de réussite que nous avons pu identifier dans le cadre de cette conduite de projet. Donc là, le premier point que je souhaitais vraiment aborder avec vous, c'était de savoir en quoi le partenariat peut-il être central en milieu rural, en quoi il est central déjà de façon générale, mais particulièrement en milieu rural. Donc, il y a un constat assez simple, c'est qu'en milieu rural, la lutte contre la pauvreté ne peut pas être portée par un seul acteur pour diverses raisons, notamment la dispersion de la population, l'éloignement géographique, le faible nombre de services publics et compagnie.
Ce qu'on a aussi pu identifier, c'est que les diagnostics réalisés dans le cadre de l'AMI dont je vous parlais, ainsi que les différentes données froides disponibles, donc les données de l'INSEE, de la CAF, des ABS, montrent que la pauvreté rurale est diffuse, peu visible, pardon, et surtout multidimensionnelle. Donc, pour revenir un peu à ce que je disais, c'est que elle ne se résume pas uniquement aux revenus et donc à la dimension budgétaire et économique, mais elle touche aussi aux enjeux de mobilité, d'accès aux droits et aux soins, au logement, qui peut être très, très, très dégradé en milieu rural, aux notions d'isolement social, et d'autres facteurs qui finalement se cumulent. Et pour mieux tenir compte de tous ces facteurs, j'aime mieux parler en termes de précarité plutôt que de pauvreté, puisque pauvreté pour moi reste très marquée en termes budgétaires, économiques. Et ce qui a été frappant finalement aussi dans les conduites de projet des trois EPCI que nous avons accompagnés, c'est qu'une même personne peut être confrontée simultanément à plusieurs freins, mais malheureusement, ces freins relèvent de plusieurs politiques publiques et de plusieurs acteurs. Or, pour les personnes concernées, cela se vit comme un parcours de vie et pas comme des dispositifs séparés. Donc, le risque, en ne se coordonnant pas avec les différents partenaires, c'est de continuer à découper une personne qui est censée être accompagnée tout au long de sa vie en tenant compte du fait que c'est une même personne, une même famille, un même ménage et que débloquer une situation peut permettre de débloquer toutes les autres situations par logique de ruissellement finalement. Un autre élément important en ruralité, c'est qu'une grande partie des publics en difficulté est invisible, ou en tout cas invisibilisée, et ce sont souvent les personnes isolées, les familles n'ont pas recours à leurs droits, les personnes âgées, ou bien des jeunes qu'on pourrait qualifier comme étant en rupture. Donc les NEET, ni en emploi, ni en formation, et il y a un troisième ni, mais là dans l'immédiat, je ne m'en rappelle pas. Et du coup, pour toucher toutes ces personnes, tous ces publics invisibles, les partenaires locaux sont indispensables. Donc, ça va passer par les associations, les centres sociaux, les espaces de vie sociale, et également les France Services qui jouent un rôle de relais absolument central. Et finalement, ce qu'il faut retenir, c'est que les partenaires locaux sont indispensables. Enfin, oula, je me répète. Ce qu'il faut retenir, pardon, c'est qu'en milieu rural, le partenariat est une condition d'accès au public et non uniquement un outil de coordination. Et quand on se pose quand on part de ce constat, la question à se poser ensuite, c'est comment effectivement identifier et mobiliser les bons partenaires. Donc, voilà, toujours en se basant sur les retours d'expérience de l'AMI, on a identifié plusieurs éléments socles qui permettent d'identifier dans un premier temps et ensuite de mobiliser les partenaires sur un temps plus ou moins long. Donc déjà, quand on parle de partenariat, il faut éviter de voir les choses uniquement comme inviter des acteurs autour de la table. Ça commence bien avant l'invitation et ça commence par la cartographie des acteurs, donc savoir identifier clairement qui sont les partenaires, ce qu'ils font, favoriser l'interconnaissance et surtout penser en cercle d'acteurs. C'est-à-dire que cette représentation des partenaires en tant que cercle d'acteurs facilite la compréhension des rôles à la fois des institutions, des associations et des différents relais locaux, avec notamment un noyau dur institutionnel, on va dire, avec la CAF, les services du département, les missions locales, les MSA, etc., avec des partenaires de terrain, comme je disais, les associations, les communautés professionnelles, notamment les CPTS dans le cadre de la santé, les acteurs de l'économie sociale et solidaire. Et parmi les relais de proximité qui viennent aussi structurer le réseau de partenaires, on a les mairies, les différentes associations qui accueillent, enfin qui emploient des travailleurs sociaux, les professionnels de santé, etc. Et surtout, en fait, quand on parle de partenaires, il ne faut pas oublier que les habitants, les personnes concernées peuvent elles aussi être des partenaires pour la simple et bonne raison qu'elles ont leur expertise d'usage et que prendre en compte leurs paroles ne peut qu'enrichir la pertinence des actions. Donc, une fois qu'on a cartographié tous ces acteurs, il y a la nécessité d'identifier les dynamiques existantes et donc partir de ce qui existait déjà, évidemment. Dans les territoires qu'on a accompagnés, on s'est appuyé sur des documents cadres type la Convention territoriale globale avec la CAF,
Il n'y a pas de souci, Madame de Souza. Merci beaucoup d'avoir été avec moi pour l'ouverture. Je sais que vous êtes occupée. Je suis Et je vous dis, désolée, il n'y a pas de mal, ne vous inquiétez pas. après, je reste disponible. Enfin, voilà. Et puis, voilà. S'il y a besoin, tout le monde arrive facilement à me joindre. Voilà. À bientôt. À très bientôt. Au revoir. Où en étais-je? Donc oui, les conventions territoriales globales, les contrats locaux de santé, les CRTE, enfin un peu tous les éléments qu'abordait Madame de Souza un peu plus tôt finalement. Et j'y ajouterai aussi d'autres démarches locales telles que les contrats de ville, pour faire référence à ce qui se passe dans le département de l'Hérault, toute la dynamique autour du premier accueil social inconditionnel de proximité. Finalement, je ne peux pas ne pas en parler vu que j'ai beaucoup travaillé là-dessus. Donc voilà, la nécessité de vraiment identifier sur les dynamiques existantes pour en fait ne pas recréer des choses qui existent déjà. S'il existe déjà des instances, des gouvernances, on ne va pas refaire, réinventer l'eau chaude. L'idée, c'est vraiment de se greffer à des choses qui existent pour leur permettre de gagner en puissance, en légitimité et éviter de multiplier en fait des réunions sans objectifs clairs, de démultiplier les instances de travail qui finalement n'auront, enfin, cette démultiplication des instances de travail n'aura comme incidence que d'épuiser les professionnels et du coup étioler aussi la dynamique partenariale. Et puis, comme je le disais, aller chercher les publics invisibles. Donc, si on ne mobilise pas de façon la plus exhaustive possible, en tout cas, les partenaires locaux, les partenaires de terrain, on peut passer à côté de beaucoup de publics accompagnés par ces derniers. Et du coup, en leur absence, on invisibilise aussi une partie des besoins. Donc voilà, et sur les points d'attention, les éléments qui ne fonctionnent pas, donc tout ce qui est de solliciter les partenaires à des moments ponctuels, de façon très unique, type lors d'un diagnostic, et puis après continuer le travail sans eux, ça fonctionne difficilement parce que il faut pouvoir que les partenaires s'approprient la démarche et puissent la faire vivre. Et la faire vivre, c'est un point. Travailler en silo également, comme je le disais, les personnes ne se découpent pas, elles vivent au quotidien avec leurs problématiques, qu'elles soient en termes de mobilité, d'insertion socio-professionnelle, de mode de garde. Enfin, finalement, travailler en silo occulte certains pans d'une personne et la complexité du suivi d'une personne. En plus de compliquer le travail des travailleurs sociaux, hein, soit dit en passant. Et puis, comme je le disais, la démultiplication des réunions sans objectif clair, ça peut conduire à une forme de lassitude de la part des acteurs sollicités et donc étioler la démarche. Donc, surtout, ce qu'il faut retenir, c'est qu'un partenariat ne peut pas reposer uniquement sur de la bonne volonté, sinon ça ne tiendra pas dans la durée. Et l'identification des partenaires, c'est vraiment la première étape. Ce n'est pas une fin en soi, c'est les mobiliser, c'est construire réellement cette relation dans le temps en mettant des jalons qui permettent effectivement de se retrouver, de favoriser l'interconnaissance, de créer une communauté d'expérience, une communauté d'acteurs en fait qui œuvrent à un bien commun, c'est-à-dire l'amélioration, entre autres, hein, mais l'amélioration des conditions de vie des personnes précaires. Donc voilà, ça c'est pour ce petit chapeau sur identifier les bons partenaires. Enfin, j'ai volontairement mis les bons partenaires pour être un peu provocateur parce qu'il n'y a pas de bons ou de mauvais partenaires. Tous les partenaires interviennent à un moment donné dans le parcours des personnes accompagnées et il n'y en a pas de mauvais puisqu'ils touchent tous à une thématique qui contribue à prendre en compte les personnes accompagnées dans leur entièreté. Donc, sur la question de structurer un partenariat autour d'une stratégie, donc, l'une des questions qu'on peut vraiment se poser, c'est comment passer de ce réseau d'acteurs, une fois qu'on les a identifiés, qu'on les a cartographiés, qu'on sait qui fait quoi, où, comment, par quelle prise, comment orienter les publics vers les partenaires, comment on passe de ça à une stratégie qui est réellement commune, comment on travaille ensemble et comment on porte une stratégie territoriale cohérente. Donc finalement, on se rend compte quand on travaille sur le terrain qu'un territoire, il est animé de différentes dynamiques avec une multitude d'acteurs qui œuvrent dans des champs différents et parfois complémentaires. Et pour structurer un partenariat, il est nécessaire de penser un ou plusieurs objectifs communs
qui rassemblent et permettent de définir un cap clair et commun. Donc, typiquement, si l'idée, c'est de pouvoir structurer l'action sociale et savoir qui fait quoi, comment on oriente les publics en fonction de leur tranche d'âge, si c'est les seniors, si ce sont les jeunes actifs, en fait, il faut effectivement que tous les partenaires se mettent autour d'une table et se mettre d'accord sur comment on se répartit les publics, comment on se répartit les accompagnements. Et c'est sans doute quelque chose que je vais beaucoup répéter, mais qui fait quoi? C'est pas plus compliqué que ça. On s'est rendu compte dans cette conduite de projet que le PCI peut véritablement avoir un rôle de coordinateur et de facilitateur. Enfin, coordinateur, facilitateur, animateur, fédérateur, tous les mots en heure qui font du bien, mais voilà, qui peut vraiment avoir un rôle clé, mais pas pour piloter seul. En fait, c'est vraiment ce que je voulais souligner, pas pour piloter seul, mais pour favoriser la création d'une dynamique globale. Et ça, même sans compétences sociales obligatoires, il y a la possibilité pour un EPCI de se doter d'une stratégie fédératrice à l'échelle de son territoire. Il y avait notamment, je pense notamment à une étude, je ne sais plus si c'est une étude de l'INSEE ou si c'était un rapport de la Cour des comptes. En tout cas, je vous mettrai tout ça en ressources, mais qui expliquait que l'échelle de l'EPCI est l'échelle la plus probante finalement pour travailler les questions de lutte contre la pauvreté, parce qu'on s'insère sur des bassins de vie et on est un peu plus à la portée des habitants qu'une collectivité type département. Donc voilà. Sur la gouvernance, c'est un autre élément qui est très important pour structurer le partenariat. Quelles instances on a pu retrouver et qui nous font dire enfin, comment dire, je vais reprendre cette phrase pour qu'elle soit plus claire. On a pu identifier un mimétisme finalement, une répétition de certains schémas qui permettent de mener à bien les projets et notamment de structurer le partenariat. Donc, la création ou la consolidation d'un comité de pilotage politique, donc avec un cap politique très clair, porté par le PCI et non pas quelque chose porté uniquement par des techniciens, parce que sinon ça peut vite s'effondrer. Malgré la bonne volonté des techniciens, il faut nécessairement qu'il y ait une impulsion politique pour que les choses puissent être discutées, pour que les techniciens aient de la légitimité finalement en allant discuter avec les partenaires, et puis pour que ça puisse être inscrit dans la stratégie de la collectivité. Un comité technique ou une équipe projet, en fonction des territoires et des contenus de projet, le nom peut varier, mais le rôle est le même. Et puis un niveau partenarial élargi qui sert d'assise finalement territoriale, d'assise pour venir identifier et les besoins des partenaires et les besoins des personnes. Et une fois cette gouvernance installée, clarifiée, enfin, je m'avance un peu trop vite. C'est pas tant le nombre d'instances qui détermine la stratégie locale, c'est leur lisibilité et leur capacité à favoriser la circulation de l'information, des informations. Donc cette gouvernance, elle doit être claire, elle doit être stable et elle doit être active pour assurer une coordination efficace entre les services de l'intercommunalité, on va y arriver, entre les partenaires locaux et surtout avec et en direction des habitants. Et pour pouvoir favoriser toute cette stratégie, les rôles doivent être définis en amont de façon très claire. Et on a identifié plusieurs rôles qui se retrouvent dans nos trois conduites de projet. Donc, le rôle d'un élu référent, un référent technique également qui peut être le chef de projet sur le projet en question, ou quelqu'un qui travaille sur la thématique. Ça peut être un chef de service sur les communautés de communes qui ont un service à la population, par exemple. Et puis, le rôle primordial, comme je le disais plus tôt, des partenaires qui seront, eux, contributeurs. Et en fait, l'ingénierie, il faut nécessairement qu'il y ait une ingénierie dédiée. En tout cas, on a constaté qu'avec une ingénierie dédiée, la démarche s'essouffle. Elle s'essouffle moins vite. Et ça permet d'avoir quelqu'un qui suit le projet de A à Z et qui peut vraiment rendre compte et s'occuper des comptes rendus. Enfin, ça peut être des trucs très, très pratiques, pragmatiques, les comptes rendus, s'assurer que les décisions que
que les décisions et les conclusions soient bien diffusées à tout un chacun, toutes les parties prenantes d'un projet, mais aussi construire tout ce qui est tableau avec les actions. Enfin, j'y reviendrai par la suite. Mais voilà, l'ingénierie permet d'avoir une continuité dans le projet et de s'assurer qu'il n'y ait pas de dispersion, s'assurer qu'il n'y ait pas de dispersion. Bon, on va retravailler l'intonation. Et finalement, on s'est aussi rendu compte que la méthodologie est assez simple et elle se découpe en 5 étapes. Quand on travaille sur une stratégie locale de lutte contre la pauvreté en milieu rural, et ça peut s'appliquer à d'autres cadres, hein, évidemment pas uniquement, mais bon, le sujet qui nous rassemble aujourd'hui, c'est comment travailler ce partenariat en milieu rural. Donc, c'est réaliser un diagnostic partagé, et ce diagnostic, il permet quoi? Il permet de définir les problématiques et enfin les forces et les faiblesses du territoire à l'instant T. Donc, c'est une photographie du territoire et de ses spécificités à un moment T. Et il permet d'afficher une réalité objectivée. Le deuxième point méthodologique que nous avons pu identifier, c'est de pouvoir dégager des objectifs clairs pour que l'ensemble des partenaires soient d'accord sur le cap à prendre. Ensuite, prioriser les axes de travail, les axes thématiques. Donc, en s'appuyant bien évidemment sur les éléments identifiés dans le cadre du diagnostic. Et quand c'est porté par le PCI, il faut que ces axes soient en cohérence avec les compétences de l'intercommunalité, évidemment. Élaborer un plan d'action lisible. Et par lisible, j'entends qu'il soit facilement compris par les partenaires parce qu'ils auront participé à son élaboration, qu'il soit adapté à la réalité locale, pardon, et surtout qu'il soit réalisable avec les moyens existants. Et sur ce point, il est nécessaire de s'assurer de l'articulation avec l'ensemble des schémas, des contrats et des autres dispositifs existants. Donc, comme on l'abordait plus tôt, les CTG, territoire zéro non-recours, les contrats de ville, et j'en passe, tellement il existe des dispositifs enfin, les pactes, enfin, je pense aussi on a abordé la question de l'accès à l'alimentation. Donc, les pactes territoriaux alimentaires, je crois. Bref, les PTA. Non, c'est projets alimentaires territoriaux. Merci, je savais bien que c'était pas exactement ça, mais je te remercie, Martine. Et du coup, la nécessité de s'assurer de l'articulation entre tous ces dispositifs et schémas permet d'éviter en fait toute dispersion dans les efforts des équipes sur le terrain et surtout de favoriser une cohérence territoriale, de valoriser les actions, aussi valoriser les outils et les actions qui existent déjà. Et enfin, la 5e étape dans cette méthodologie, pour nous, c'est vraiment d'identifier les premiers indicateurs d'évaluation, parce que ce sont ces indicateurs-là qui nous permettront de savoir si on va dans la bonne direction, en fait, dans la conduite de projet. Donc, ils permettent de réajuster. Ce type de dynamique doit être souple dans la mesure où il faut se laisser suffisamment d'espace pour expérimenter et voir si ce qu'on teste fonctionne ou pas et dans quelle mesure ça peut être amendé. Donc voilà, l'évaluation qu'on abordera de façon plus approfondie lors du 3e webinaire de ce cycle, c'est durant... en fait, les premiers indicateurs d'évaluation sont à définir collectivement, collégialement avec les partenaires dès l'élaboration du plan d'action. Donc finalement, là où je voulais en venir en vous énumérant tous ces éléments-là, c'est que l'association des partenaires à chacune de ces étapes de la méthodologie de conduite de projet est primordiale. Et elle est primordiale à la fois pour tendre vers l'exhaustivité des données recueillies sur l'étape du diagnostic, pour construire des actions qui répondent aux besoins et qui soient cohérentes avec les moyens existants, comme je le disais, et enfin pour s'assurer de leur réalisation et de leur inscription dans les missions de tout un chacun. Puisque, comme on le disait, sur un territoire, on a multitude d'acteurs qui ont leurs propres prérogatives, leurs propres objectifs, et sans les associer à toutes ces étapes, en fait, on prend le risque que les projets se fassent, mais qu'à partir du moment où ça sort un peu du carcan de certaines institutions, on perd les partenaires parce que
finalement, ils ont leurs propres enjeux à respecter. Et travailler le partenariat, c'est aussi travailler un consensus et réussir à trouver ce qui permet à tout un chacun de, de mettre d'apporter sa patte, de mettre la main à l'ouvrage, entre guillemets. Et finalement, transformer un réseau d'acteurs en une communauté permet de favoriser l'appropriation et la mise en œuvre de la stratégie. Pour résumer ce que j'essaie de dire depuis tout à l'heure. Donc, sur la question de l'animation du partenariat dans la durée, une fois que la stratégie est posée, le vrai enjeu, ça devient de faire vivre le partenariat. On s'est rendu compte que ce qui fonctionne dans les territoires, c'est l'animation, l'organisation et l'animation d'ateliers, qui soient thématiques ou juste pour permettre aux acteurs de se rencontrer et de travailler sur des outils, hein, de séminaires, de forums ou toute autre rencontre régulière, et je souligne bien régulière. Néanmoins, il est nécessaire de s'assurer que ces temps de rencontre, d'interconnaissance et de partage de pratiques ne viennent pas peser sur les missions quotidiennes des partenaires et alourdir les agendas. Parce que dans un premier temps, il est évident que le partenariat nécessite du temps et ce temps, il doit être légitimé par les structures des acteurs locaux. Donc voilà, ce sont des éléments qu'il faut prendre en compte quand on se lance dans une dynamique pareille, de faire en sorte que lorsqu'on se rencontre, ce soit pour des éléments clairs et surtout que ça ne soit pas, qu'on n'ait pas la réunionnite finalement, qu'on ne fasse pas des réunions pour faire des réunions et que ça ait véritablement un intérêt pour les participants, pour les partenaires qui se libèrent pour y participer. Je vais couper un peu cette partie-là pour rendre la chose un peu plus interactive et vous poser une question. Donc, est-ce que vous avez sur votre territoire, sur vos territoires respectifs, des temps de ce type? Est-ce que vous arrivez à y participer ou à les animer? Vous pouvez soit lever la main et prendre la parole à l'oral, on n'est pas très très nombreux contrairement à ce que je pensais, ou répondre directement dans le chat. Je vous laisse un peu de temps, je vois que c'est écrit. À part Madame Garcia, vous n'avez pas, les autres participants n'ont pas de réponse à apporter à cette question? Si. Je t'en prie. Peut-être Madame Garcia d'abord. Oui, effectivement. Donc, Madame Garcia nous dit que non, le meilleur moyen est sur une coordination d'acteurs via un cas concret. Donc, non, vous n'avez pas ce type de temps, sauf si c'est sur un cas concret, si je comprends bien. Ça va être plus simple comme ça, je crois. Oui, effectivement, difficile de mobiliser les acteurs s'il n'y a pas un cas concret qu'on partage de manière au niveau de la prise en charge, d'une part. Et effectivement, souvent, on s'arrête à l'échelle de l'EPCI, mais je suis à même de constater que bien souvent, cette échelle est encore trop haute. Et si l'EPCI est un peu étalé, comme c'est le cas chez nous, on a du mal à mobiliser les acteurs du territoire sur l'ensemble des communes, en fait. C'est trop long, quoi. Ouais. Moi, j'ai envie de dire que ce qui est compliqué, et tu le soulignais tout à l'heure, Kessie, c'est effectivement il y a la dimension politique, en fait, et on le voit bien, en tout cas là, puisqu'on est en début de mandature pour les communes et les EPCI. Si déjà, dans les communes, les élus, les équipes ne prennent pas... on parlait d'ABS, mais dans la ruralité, les ABS, la réalité, c'est qu'ils ne les font pas de façon... Enfin, voilà, ils ont une photographie, on ne leur demande pas
quelque chose de très fourni. Ils peuvent voilà, apporter quelques éléments qu'ils peuvent piocher, soit à l'INSEE, soit, enfin voilà, qu'importe. Et comme le disait ma chef de service, effectivement, il y a encore pas assez de services intercommunaux comme les CIAS, comme le CI, les CILSPD, waouh, yes, je l'ai dit d'un coup, etc. Ces formules ensemble, c'est-à-dire que pour que le PCI soit vraiment, et c'est vrai, c'est vraiment l'échelle plus ajustée d'un territoire, néanmoins, il faut que ce soit le territoire vécu. Et ça dépend, il y a des EPCI, comme je le disais tout à l'heure, qui ont été réorganisés par la loi, mais avec des fonctionnements d'habitants complètement différents. Et d'un EPCI et à l'autre. Et de même, les coopérations intercommunales se font je te tire, je te pousse, je te tire, je te pousse. Et l'intérêt général commun, c'est compliqué parce que surtout quand il y a beaucoup de petites communes, c'est compliqué. Et c'est souvent là que la coordination portée par le département, en tout cas, c'est là qu'il y a oui, sur les thématiques, ouais. C'est là où le département a un rôle un peu de coordinateur et ce qu'on voit, c'est que l'État n'est pas souvent là, sauf pour les comités de pilotage. Là, justement, la semaine dernière, c'était comité de pilotage politique de la ville, comité de pilotage cité éducative. Enfin, je sais pas, je trouve que c'est un peu compliqué si les élus locaux n'ont pas, il y a un engagement pour la commune, hein, tous, hein, quelle que soit l'idée politique, c'est de toute façon un engagement pour la commune, mais la question du faire ensemble, etc., c'est pas forcément dans une culture commune, quoi. Et même si l'échelon de l'EPCI est intéressante, et même peut-être plus ajusté, comme tu le soulignais, c'est compliqué. On ne peut pas imposer à une équipe. Enfin, voilà. Donc, à partir du moment où ça ne fonctionne pas, ben, du coup, les questions de transport d'utilité sociale, les questions d'alimentation, d'accès aux soins, etc., ça peut être un élément majeur ou un élément qui est mis de côté. Ce qui fait que même dans le partenariat, même dans la lutte contre la pauvreté de façon globale, la question de l'accès aux soins, de mettre ensemble, enfin, ben la réalité, c'est que c'est compliqué pour les techniciens que nous sommes de le faire vivre parce qu'on s'arrange entre nous quelque part, mais tant que, enfin, il n'y a pas de validation politique, c'est voilà, compliqué d'entériner les choses. Voilà, et du coup, ça n'a pas de valeur de projet local. Alors, il y en a, effectivement, sur des thématiques. Moi, je sais que j'ai eu le soutien d'un élu qui a été d'une force incroyable auprès de ses pairs élus, qui avait été convié lors d'un comité de pilotage, ce qui a fait, ça a fait basculer ce qui n'avait pas été pris en compte jusqu'à présent sur la question de l'alimentation, qui est globale, hein, en fait, parce qu'en plus, dans le rural, il y a il y a des producteurs, il y a des agriculteurs. La question alors je ne parlerai pas de souveraineté agricole de territoire, mais souveraineté alimentaire, mais en tout cas, ça fait vivre les territoires ruraux et les mettre en corrélation avec les besoins identifiés.
il y a des enjeux majeurs. De même, sur la question de l'accès aux droits, ça reste, bon, c'est facilité avec les francs services, mais là aussi, il faut qu'il y ait un engagement de l'EPCI auprès de son franc service fort. C'est-à-dire qu'en fonction de l'équipement et tout ça, ce sont des moyens financiers. En fonction du nombre de salariés, etc., il peut y avoir des francs services hyper compétents et vraiment des Rolls, et puis d'autres qui qui s'appuient sur ce que d'autres contrats, comme le pacte des solidarités contractualisé entre le département et l'État pour le département de l'Hérault, sur la question de l'accès aux droits et sur la question, enfin voilà, où du coup on a pu déployer alors c'est pas la sous-traitance, mais quelquefois on se dit ah oui, ben les plus pauvres, en fait, les plus pauvres vont dans nos permanences d'accès aux droits et ça représente, je sais pas moi, 5-10% des personnes mises sur le carreau par les francs services en fonction du service qui est offert par France Service, du service entre guillemets, je veux dire en fonction du niveau. Et en fait, du coup, si le département ne vient pas compenser, ce ne sont ni les communes, ni les intercos qui viennent abonder, quoi. C'est le département. Et le département a ses limites aussi. Donc, je veux dire, c'est une compétence aussi qui est partagée. Il faut que chaque administration aussi, et l'État aussi, parce que le tout numérique, ce ne sont pas les personnes qui l'ont choisi. Hein. Hélas. Voilà. Je vais juste lire le message que Nathalie a mis dans le chat. Donc, la dynamique de réseau professionnel sur des thématiques et ou publiques, exemple réseau de lutte contre les violences faites aux femmes, réseau jeunes, etc., est propice à l'interconnaissance, mais plus fragile dans le portage de stratégies partagées. Effectivement, ça appuie ce que tu disais, Martine, sur la nécessité, au-delà des initiatives des professionnels de terrain, la nécessité en fait d'avoir un véritable portage politique et une affirmation politique plus qu'un portage afin de légitimer toutes ces démarches et leur permettre d'aboutir, tout simplement. Oui. Est-ce que ça résume bien votre propos à toutes les deux? Pour moi, oui. Super. Est-ce qu'il y aurait d'autres éléments que vous voulez, pour les autres participants, est-ce que vous voulez compléter, apporter des éléments, rebondir sur les éléments apportés par Martine, peut-être? Il n'y a pas de souci. Ah, Nathalie, je t'en prie. Oui, moi, ce que je repère de mon expérience, c'est quand même c'est très difficile, même avec des volontés présentes, hein, de sortir de nos logiques de silo et de juxtaposition de dispositifs. Parce qu'il s'agit en fait d'être, tu l'as dit, dans des stratégies partagées. Et vraiment d'être dans le partage d'une stratégie, c'est-à-dire moi j'ai un intérêt parce que je suis dans une ville où j'ai un contrat de ville, j'ai intérêt à travailler, je prends n'importe quoi. La question de la parentalité, ok, comment je travaille avec la CAF, comment je travaille avec les services départementaux de la protection de l'enfance, avec les assos, pour être vraiment dans vraiment du basique, hein, du diagnostic fin partagé, du qui fait quoi, qui fasse ressortir des besoins qui ne sont pas couverts. Ça, je trouve qu'on a beaucoup de mal quand même. Ça reste, on reste chacun avec nos feuilles de route et on a du mal à faire un pas de côté pour assouplir l'agenda de notre feuille de route pour qu'elle rencontre la feuille de route du partenaire. C'est un vrai enjeu. Je trouve qu'il y a en tout cas des velléités à aller dans ce sens, mais vous connaissez bien la NCT, je pense, parce que vous c'est porté. Là, je vois sur l'aglo de 7, il propose carrément une autre façon de piloter la politique de la ville.
C'est-à-dire, au lieu d'être sur le classico, appel à projet, les assos répondent, bim bam, on consomme les enveloppes, c'est on se met tous autour de la table, tous les acteurs concernés par les axes de la politique de la ville pour poser un diagnostic partagé et travailler ensuite, chacun, comment au titre de son droit commun ou de sa stratégie, elle va répondre aux besoins qui ont été diagnostiqués ensemble. Ça, je trouve que c'est porteur de... Enfin, en tout cas, moi, ça m'apporte beaucoup d'espoir. Je trouve que c'est une bonne... Enfin, en tout cas, c'est une espérance pour sortir de ces logiques de silo où chacun est pris. Hein, il y a pas c'est vraiment une responsabilité partagée, ça. Mais ouais, il faut vraiment promouvoir ces démarches-là. Sinon, on est trop dans nos rails parallèles, quoi. Tout à fait. Tout à fait. Et effectivement, là où ce qui est intéressant dans la politique de la ville, c'est par ce type d'expérimentation, ça permet de voir un peu, de changer un peu le paradigme et d'imaginer d'autres modes de faire pour pouvoir travailler conjointement avec les partenaires. Parce que, mine de rien, la politique de la ville, c'est quand même un laboratoire pour pouvoir penser le déploiement de politiques publiques territoriales à 360, donc que ce soit sur les enjeux de santé, de parentalité, d'accès aux droits, accès aux soins, logement, insertion sociale, etc., etc. D'où aussi l'implication de Ville et Territoire dans cette dynamique de définir un petit peu comment travailler en ruralité pour tirer profit en fait de tous les enseignements de la politique de la ville et tenter de les appliquer aux territoires ruraux. En tout cas, ceux qui ne bénéficient pas forcément, enfin bénéficier, entre guillemets, d'un statut, enfin d'une délimitation d'un quartier en zone prioritaire. Est-ce que vous avez d'autres éléments que vous voulez mettre en avant? Je me permets donc de continuer. Donc, pour revenir à ce qui fonctionne finalement quand on veut animer le partenariat dans la durée, parmi les clés de réussite, il y a la régularité, pardon, c'est-à-dire fixer un rythme qui permette de poursuivre et faire avancer les travaux et les échanges, la clarté, donc définir bien en amont le pourquoi du comment on se rencontre, la valorisation des acteurs. Donc, finalement, vous comprendrez que je me répète un peu avec les éléments qui ont été abordés plus tôt, mais c'est vraiment les constantes qu'on a identifiées dans les conduites de projet. Donc, cette valorisation des acteurs, reconnaître que les temps de coordination et de partenariat sont nécessaires dans l'animation du territoire et encore et toujours l'animation avec l'existant afin de d'éviter, pardon, justement, éviter la démultiplication des temps et donc la dispersion des sujets. En résumé, s'il faut retenir quelque chose, c'est que le partenariat ne se décrète pas, il ne peut pas se décréter, il demande du temps et de l'animation et que ce n'est pas un état de fait, mais bien un processus à construire et à faire vivre. Et ici encore, l'ingénierie peut venir faire toute la différence au même titre qu'un portage politique affirmé, comme on a pu le dire avec Martine et avec Nathalie. Donc voilà. J'arrive sur la dernière diapositive de cette présentation. Donc concrètement, là, je vais vous faire un résumé de tous les éléments qui ont été abordés entre le premier webinaire et celui-ci. Donc le diagnostic, le diagnostic partagé, à quoi il sert? Il sert à créer une culture et une lecture commune du territoire et il assure également l'ancrage dans la réalité. Donc, typiquement, dans l'AMI sur lequel nous sommes appuyés pour préparer les éléments qu'on vous présente aujourd'hui, les diagnostics ont permis notamment aux intercommunalités de disposer d'une connaissance plus fine des besoins et des situations de pauvreté et de précarité. Typiquement, que ce soit sur la question du logement, la question de la mobilité, notamment du domicile vers les lieux de travail, mais aussi au sein des intercommunalités, à titre d'exemple. Le partenariat, quant à lui, il permet d'agir ensemble en mobilisant notamment les forces vives du territoire à différents moments clés du projet, que ce soit pendant le diagnostic, pour la construction des actions et des outils, pour l'évaluation des effets et de l'efficacité des actions.
en mobilisant également l'expérience de terrain des forces vives, hein, de tous ces partenaires, de tous ces acteurs locaux. Et puis, il permet d'agir ensemble tout en favorisant l'adhésion des partenaires et leur appropriation du projet. Et donc, ça permet de légitimer tous les projets, toutes les dynamiques partagées, les stratégies partagées, et donc de les inscrire dans la durée. Parce que quand un projet, une action est portée par plusieurs acteurs et non pas par une personne avec toute la dimension interpersonnelle qu'on a peut-être pu rencontrer, que vous avez peut-être pu rencontrer dans votre vie professionnelle, il suffit qu'une personne s'en aille et toute une dynamique peut s'effondrer. Donc, d'où l'importance de vraiment associer tous les acteurs à tous les stades clés du projet pour s'assurer qu'il y aurait toujours en fait quelqu'un qui restera plus ou moins, pour vulgariser la chose, mais en responsabilité avec la charge mentale de faire poursuivre ce projet. Oula, on va y arriver encore une fois. Sur l'ingénierie, elle rend possible le suivi, l'animation, la formalisation de la démarche, toujours dans l'optique de la faire tenir dans le temps et d'avoir une équipe en fait qui coordonne l'ensemble, éviter que tout se disperse. Donc oui, impliquer l'ensemble des partenaires, mais toujours avec quelqu'un qui puisse faire office de chef de file, pour reprendre une expression qu'on connaît bien dans notre milieu. Et puis, retenir aussi que les actions, même quand elles sont très, très simples, hein, elles ont un effet cumulatif et peuvent avoir un impact réel à la fois sur les conditions de travail des travailleurs sociaux, sur la coordination des différents partenaires locaux et sur les conditions de vie des personnes accompagnées, que ce soit en termes d'enjeux de précarité alimentaire, précarité menstruelle, précarité énergétique, enfin, tous ces indicateurs de précarité qu'on a pu balayer rapidement en début de webinaire. Donc, comme mentionné lors du premier webinaire de la série, le partenariat et plus largement en fait la coopération sont des éléments qui constituent un levier central de la lutte contre la pauvreté, en particulier en milieu rural où on se retrouve avec beaucoup moins d'associations au mètre carré que dans un quartier en politique de la ville, typiquement. Mais à la fois, c'est un levier central à la fois en termes de posture de travail, donc comment on agit avec les différents acteurs qui sont présents sur le terrain, en termes de modalités d'action, et puis aussi en termes de conditions de pérennisation des dynamiques qui ont été engagées. Et pour conclure, construire un pacte local des solidarités, ce n'est pas uniquement empiler des actions, mais c'est aussi mettre en cohérence des besoins, des dispositifs et des acteurs. Et par le biais de ce partenariat et de cette coopération locale, coordination, enfin, vous voyez tous ces mots en ion qui font du bien, ben, on rend visible et lisible ce qui existe déjà, on coordonne les actions et les moyens et surtout on identifie plus aisément les trous dans la raquette en gardant en tête que les actions de lutte contre la pauvreté ont toujours vocation à améliorer le quotidien des personnes concernées. Donc voilà, c'était pour ce point méthodologique, en tout cas ce point de repère. J'ai bien conscience que en l'absence de davantage d'éléments d'illustration ancrés sur des conduites de projet, ça peut être difficile de se situer, enfin, ça peut paraître abstrait plutôt, mais ne vous inquiétez pas. Avec ce cycle de webinaire, je vous ai préparé un petit document d'une vingtaine de pages qui est en fait le retour d'expérience des AMI qu'on a, enfin des 3 EPCI qu'on a accompagnés sur l'AMI pauvreté en milieu rural et qui reprend en fait toutes ces conditions de réussite, ces clés de conditions, clés de réussite, oui, je pense que l'idée est la même, pour pouvoir favoriser la construction de ce type de projet en milieu rural. Donc, ce n'est pas non plus révolutionnaire, j'en ai bien conscience, mais l'idée, c'est de vraiment avoir un document qui, à la fois, fait part de la conduite de projet de ces trois communautés de communes dans lesquelles beaucoup de territoires pourront se reconnaître parce qu'elles elles ont des caractéristiques assez diverses et variées les unes les autres, tout en ayant ce critère commun de pauvreté, précarité des habitants sur leur territoire. Et où voulais-je en venir? Donc bref, j'aime à croire que ce document vous sera utile et qui viendra compléter en fait les présentations que je vous fais en webinaire. Les 3 EPCI qui ont été accompagnés, il y en a une dans le Gard, c'est la communauté de communes du Piémont-Cévenol. Dans le Tarn, c'est celle des Monts d'Alban et du Villefranchois. Et dans les Pyrénées-Orientales, c'est celle du Haut-Val-Espierre.
Donc voilà. Et du coup, pour ma part, c'est tout. Donc, si jamais vous avez des questions ou que vous voulez aborder certains éléments, revenir sur des éléments que j'ai présentés, n'hésitez pas. On est un petit peu en avance sur le programme. Euh, l'idée, c'était de conclure ce webinaire à 14 heures. Donc, on est un peu plus que même dans les temps. Donc, je vous en prie, n'hésitez pas si vous avez des questions. Et comme je vous disais en introduction, vous aurez le support de présentation qui est un peu maigre, hein, je vous concède, mais je ne pouvais pas tout vous mettre dans le support, sinon vous n'allez pas lire mon rapport. Et voilà. Nathalie, je t'en prie. Oui, moi, je voulais vraiment souligner la pertinence de la présentation et vraiment l'attention que tu as partagée avec nous, hein, autour du partenariat. En ruralité, vu l'offre de services qui n'est pas pléthorique ou peu présente, hein, voilà, que le partenariat, c'est la condition d'accès à des services, hein, à de l'aide, Tout et à pas fait. juste une dimension de coordination. C'est très fort, ça. Enfin, en tout cas, moi, je l'ai vérifié tout au long de ma vie professionnelle en ruralité. Euh, donc, c'est un sport de combat, comme dirait l'autre, hein, le partenariat, hein. C'est quand même. Oui, un travail de longue haleine. Oh là là. Et je me dis, tiens, pour lutter contre notre propension à être dans des logiques de silo, des logiques très cloisonnées, je trouve que les financeurs que nous pouvons être, je me dis, eh bien, prendre un petit indicateur, un petit critère de en quoi ton action a contribué à favoriser la feuille de route de tel partenaire ou sur ton territoire d'intervention, ça serait pas inintéressant pour Tout à fait. vraiment appuyer cette nécessaire dimension partenariale pour optimiser les moyens publics qui sont très contraints de toute façon. Et pour rebondir sur ce que tu disais, l'un des indicateurs d'évaluation qu'on a pu élaborer avec les 3 EPCI que nous avons accompagnés portait notamment sur en quoi le partenariat aura permis de mieux comprendre les besoins, de mieux cerner les actions à déployer. Enfin, on a vraiment essayé d'intégrer cette notion de partenariat et de coordination parmi les indicateurs d'évaluation pour forcer un peu enfin, forcer, c'est pas le terme approprié, mais vous me comprendrez, pour inciter plutôt les EPCI à vraiment s'appuyer sur ce partenariat comme une condition sine qua non à la réussite en fait de ces projets. Étant donné qu'on était sur un format d'expérimentation, là, on pouvait vraiment se permettre de les pousser à approfondir au maximum le partenariat et ça apporte ses fruits finalement. Ça apporte ses fruits, ça a permis enfin, on a eu l'un des EPCI qui nous a dit que finalement, en travaillant en partenariat sur ces questions de lutte contre la pauvreté, ça a permis à leur intercommunalité de gagner en légitimité et en pertinence sur des thématiques qui étaient pas assez ou trop peu abordées avant qu'ils se lancent dans cette dynamique. Donc, voilà, c'était pour compléter, rebondir un peu. Et pour répondre à ta question, Martine, oui, effectivement, j'ai fait un rapport retour d'expérience sur les conduites de projet de cette AMI et en fait, le rapport, comme je disais, il est à la fois pour rendre compte de la démarche qui a été portée par ces 3 intercommunalités et tirer un peu profit de leur expérience pour donner un petit peu des billes à d'autres PCI qui voudraient se lancer dans des dynamiques similaires, que ce soit dans le cadre du pacte local des solidarités ou dans un cadre autre. Mais il y a des enseignements qui sont, je dirais, généraux quand on parle de venir travailler dans la dentelle, dans la finesse sur les territoires ruraux. Donc voilà. Donc, en plus, il a été validé aujourd'hui par Madame de Souza, donc bientôt, vous le recevrez. Donc voilà, est-ce que vous avez peut-être des questions? Si ce n'est pas le cas, je vais vous libérer. En tout cas, merci beaucoup de vous être
libérer pour participer à ce temps en visio. Je sais que c'est sur la pause déjeuner, je sais que c'est pas évident. En plus, c'est lundi, vraiment. Je ne vous ai pas facilité, mais merci de vous être connectés. Et n'hésitez surtout pas à m'écrire si vous avez, si vous avez des questions ou si vous souhaitez approfondir ou voilà, en attendant de recevoir le rapport, je suis totalement disponible et je suis toute oui aussi pour vos suggestions pour améliorer ce type de webinaire. Allez, on va vous laisser aller manger. Très bon après-midi à vous, très bon appétit. Et c'était avec plaisir que je vous retrouve comme à chaque fois. À très bientôt, sachant que le prochain webinaire sera en septembre sur les enjeux d'évaluation et de prise en compte de la parole des habitants. Et voilà, et c'est super. Merci beaucoup. Oui.